Bonsoir, je vais admettre les gens qui sont dans la salle d'attente dans 2 minutes. Hop, je partage ça juste. Voilà, sur Impec. Ça c'est fait. Voilà. Je vous invite donc à venir nous rejoindre dans cette salle d'attente. Pour ça, je vais copier le lien de Zoom sur Facebook pendant que les gens que j'ai accueillis se connectent. Hop, 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 et hop, et hop. Un petit message. Parce que ce soir, c'est... Alors, il faut que j'écrive en même temps que je parle. C'est pas facile pour mon cerveau masculin. Ce soir, c'est le premier webinaire qui est gratuit, donc offert à tout le monde pour présenter ce que je vais vous présenter vous proposer, dans les 5 prochains webinaires qui vont traiter de apprendre à construire votre arbre vous-même. Et hop, voilà, c'est posté. Bien. Hop, j'ai des gens qui attendent. Je vais les admettre au fur et à mesure. Voilà. Isabelle, Martine, monsieur, madame Musso, je ne sais pas. Vous pouvez changer votre prénom si vous voulez sur Zoom pour que je puisse parler par votre prénom. C'est quand même plus humain, si je puis dire. Donc, dans les paramètres de Zoom, vous pourrez changer ça. Bref, je vais surveiller Facebook en parallèle sur mon téléphone pour avoir les retours sur Facebook quand même des fois que des gens n'arrivent pas à nous rejoindre. Il y a Lucie qui arrive, très bien. J'ai pas le direct ici. Désolé, hop, mets ça à jour. Isabelle, c'est Lucie donc qui nous a rejoint. Hop, ça c'est fait. Ma page en direct, elle est là. Ça me permet moi de répondre aux questions dans le chat en parallèle. Voilà. Et hop, je clique sur les commentaires. Bien. Je vais vous demander, vous qui êtes dans le chat, alors, pardon, faut que je coupe le son chez moi, sinon je vais m'entendre. Hop. Je vais vous demander, vous qui êtes dans Facebook, de me donner les raisons pour lesquelles vous êtes là ce soir. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce que vous cherchez? Comme ça, je peux orienter la présentation ce soir pour répondre plus précisément à vos questions. Et je vais demander les mêmes choses à Isabelle, Lucie, Martine, monsieur, madame Musso, je ne sais pas. Pourquoi vous êtes là? Donc, sur Zoom, je vous invite à ouvrir votre caméra, à parler pour que ce soit convivial. Si vous êtes mal habillé ou décoiffé, je l'entends. Et vous avez tout en bas de votre page d'accueil le moyen de m'envoyer un message sur le chat de Zoom direct. Donc, je vous écoute, je vous lis, je vous refais en attendant le programme de ce soir. La formation que je propose, la formation, les ateliers, pour moi, c'est une formation parce que je vais vous former à faire de la généalogie. Ok. La formation que je vous propose ce soir, elle sera en ligne, donc comme ce soir, c'est-à-dire, elle sera enregistrée en vidéo à chaque fois, chaque semaine, de façon à ce que si vous loupiez un des 6 webinaires, il y aura un replay qui sera disponible pour que vous puissiez vous rattraper. Pas de question que vous manquiez quelque chose. L'objectif de cette formation, c'est qu'à la fin, vous ayez eu toutes les informations et vous ayez compris et déjà commencé à utiliser toutes les connaissances que j'ai acquises pendant mes 20 années de généalogie. 20 ans qui ont commencé bien avant qu'Internet existe. Ouais, ça fait longtemps.
mais qui m'ont permis, moi, d'apprendre à manier manipuler, chercher, fouiller dans les archives de départementales, d'état civil, de notaires et d'autres choses. Et depuis qu'Internet est là, c'est vachement plus facile. J'ai mis à jour toutes mes connaissances. Et en mettant à jour mes connaissances, je me suis rendu compte que ben, il y en avait pas mal et que ça valait le coup de les partager. D'autant plus que pour travailler, moi, dans mon métier, alors ça ne vous intéresse pas peut-être ce soir directement, mais pour travailler dans mon métier de thérapeute, j'ai besoin que vous ayez un arbre généalogique un petit peu construit, un petit peu. Et en fait, durant un certain temps, j'ai passé beaucoup de temps dans mes séances de thérapie, facturées en séances de thérapie, à expliquer comment faire de la généalogie. Ça m'a assez vite gêné et très très vite j'ai commencé à écrire des longs mails aux gens qui prenaient une forme qui expliquait un peu toutes les recherches qu'il fallait faire, puis les envoyer une fois, deux fois, quatre fois, six fois, et puis je me suis aperçu que ce long mail il commençait à faire trois, quatre pages et que ça commençait à être lourd sans explication aussi, trop lourd pour un seul mail. Donc, j'ai décidé d'en faire une formation plus complète avec des exemples et vraiment un suivi personnalisé dans vos recherches. Et en fait, que ça vous revienne moins cher. Parce que ça ne m'intéresse pas de vous faire payer des séances de généalogie au prix de la thérapie. C'est pas le même travail du tout. Cette généalogie, je l'ai appris moi en loisir pour mon propre plaisir. Je l'ai utilisée après moi dans la thérapie que j'ai suivie, utilisée et bien validée. Et aujourd'hui, je voudrais vous apprendre à chercher, trouver surtout vos ancêtres pour construire votre propre arbre généalogique. Le but de ces webinaires, c'est que vous connaissiez à la fin qu'est-ce qu'on cherche, donc le quoi, où on le cherche, parce qu'il y a des tonnes de possibilités aujourd'hui et c'est vraiment un grand brouillard si vous avez déjà tenté par vous-même de le faire, et comment on cherche, qu'est-ce qu'on fait de ça, etc. Donc, la première question qui n'était pas dans la liste du quoi, où et comment, c'est pourquoi. Ce pourquoi, il est important et c'est pour ça que je vais passer la première soirée dessus à vous expliquer pourquoi c'est intéressant de chercher, qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous, qui avez une vague idée que vos problématiques peut-être viendraient du transgénérationnel, peut-être viendraient de vos ancêtres, ou peut-être que vous avez juste envie de faire de la généalogie et vous êtes là par curiosité. Très bien, vous êtes bienvenus aussi puisque je vais vous apprendre à faire de la généalogie. Ok. Pendant ces 9 heures qui vont durer ces 6 webinaires, alors 9 heures c'est arrondi, c'est plutôt 10 parce que j'ai tendance à ne pas m'arrêter à l'heure précise quand j'ai commencé une discussion. Et je surveille Facebook en même temps parce que je ne peux pas le surveiller partout. Et mon idée ce soir, c'est de vous faire comprendre le pourquoi ça serait intéressant pour vous. Donc, ce qui me plairait, c'est de connaître vos raisons. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a attiré ce soir? En un mot, en deux mots, si vous voulez bien échanger avec moi, ce sera bien plus intéressant que cette présentation soit participative. Vous pouvez échanger juste avec le son si vous êtes sur Zoom, juste par message si vous êtes sur Facebook, mais dites-moi ce qui vous intéresse et pourquoi vous êtes là ce soir. Allez, je vous laisse 10 secondes. 10 secondes pour écrire 3 mots, c'est largement logique. Alors 10 secondes ici sur Zoom, mais il y a un décalage sur Facebook qui fait que vous avez le texte que je suis en train de prononcer là maintenant que dans 20 secondes. Donc je vais devoir attendre 20 secondes de plus sur Facebook pour avoir vos premières réponses, et j'espère, du pourquoi vous êtes là, vous, avant que je vous explique tout ce que j'ai à vous expliquer ce soir. Je vous montrerai aussi le menu de la formation parce que c'est super intéressant. D'ailleurs, je vais commencer par le menu parce que c'est vraiment le plus intéressant pour vous là ce soir. Ouais, je vais commencer par ça pendant que vous cherchez, parce que peut-être vous savez pas pourquoi vous êtes là, en fait. C'est pour ça que vous êtes silencieux. Je rigole. Vous savez très bien pourquoi vous êtes là. Le menu, je le trouve sur la page d'inscription de mon site web qui concerne cette formation. Donc sur mon site web christopherossa.fr, dans la page événements, vous avez, je ne le refais pas parce que c'est assez long quand je suis en vidéo
de refermer et ouvrir. Mais dans la page événements, vous avez toute une liste d'événements classés par date. Il y a celui de ce soir qui va rester ouvert un moment. Et l'idée, c'est de vous apprendre à trouver vos ancêtres. Alors, pas en 8 heures, j'étais un petit peu optimiste, mais en 9 heures. 8 heures, c'est possible dans une salle, en stage, quand je suis en permanence en interaction avec vous. Mais en webinaire, c'est plutôt 9 heures que 8. Ah, le programme, je ne sais pas si c'est nouveau. Donc, je ne vais pas prendre le risque de vous montrer un mauvais programme. Je vais chercher celui qu'il faut. Révision 12, non. Voilà, révision 20. On en est à la révision 20 de ce livret de formation. Parce que oui, je le mets à jour, comme je vous disais, en permanence. Et hop. Et c'est le livret que vous aurez, vous, dans la formation, que vous recevrez au fil de l'eau pour pas trop chercher en avance les différentes questions, réponses à vos questions. Pour vraiment, on va faire du pas à pas pour garder un groupe homogène en fait. Ce livret présente plusieurs choses. C'est qu'est-ce que la généalogie, à quoi ça ressemble un arbre généalogique. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure, directement. Je vous apprendrai à stocker et présenter le résultat de vos recherches. Parce que quand on fait des recherches, on tombe sur des actes. Ces actes, ils ont des informations. C'est très intéressant de stocker ces actes parce qu'un jour, on est appelé potentiellement à y revenir. Mais au bout d'un certain temps, vous allez avoir quelques dizaines, voire centaines d'actes si vous travaillez bien. Et il faut les classer. Sinon, ça devient un bazar incommensurable. Donc, je vais vous apprendre à classer vos documents, à les numéroter avec des règles précises qui existent en généalogie. J'ai développé une numérotation, moi, différente un petit peu pour l'adapter à mon travail. Ça, c'est la numérotation des ancêtres. Après, si vous faites un arbre sur papier, parce qu'il y en a encore qui le font sur papier, il y en a encore. C'est pas péjoratif, c'est juste, il y a des gens qui préfèrent le faire sur papier. Je vous apprendrai tout ce qu'il faut, en tout cas toutes les astuces et techniques qu'il faut pour que votre art soit vraiment présentable et utilisable. Pour moi, il y a un moyen plus pratique que le papier, c'est les logiciels de généalogie. Et je vous présenterai une sélection des solutions que vous avez, qu'on peut trouver en ligne, avec tous les avantages et inconvénients. J'expliquerai ce que c'est que le format JetCon, c'est un format d'interface entre les logiciels pour permettre d'échanger les données. Je vous apprendrai à imprimer votre arbre si vous avez choisi de passer par le logiciel que j'utilise moi, ce qui n'est pas obligé du tout. Mais en tout cas, je vous montrerai comment on peut l'imprimer. Et puis ensuite, dans la partie C, on passera dans quoi, comment et où, ce qu'on va développer ce soir. Donc d'abord, peut-il chercher quels actes sont importants, les infos clés dont on va avoir besoin, ou trouver ces renseignements généalogiques. Et là, le C3, il est très très long, parce qu'on peut le trouver dans plein d'endroits. Dans un arbre déjà utilisé, sur l'état civil, mais il faut savoir qu'il y a des droits d'accès sur les actes d'état civil. Qu'est-ce que contiennent les états civils? Comment on trouve les fratries? Ensuite, sur Internet, sur les sites communautaires, les relevés systématiques de cimetières, les archives départementales, numérisées bien sûr, de l'état civil. Je vous passerai beaucoup de temps sur vos ancêtres à travers la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui nous a tous mondialement, comme c'est son nom, touchés, et dont on porte énormément de traces inconscientes. Il y a aussi moyen de trouver vos ancêtres qui ont été déportés par les Allemands dans la Deuxième Guerre mondiale. Un petit passage sur vos ancêtres parisiens et vos ancêtres étrangers, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui se développent aujourd'hui pour trouver vos ancêtres en Italie, en Espagne, en Belgique, pas en Suisse. En Suisse, faut faire des recherches comme je vais vous apprendre à les refaire. Mais en Pologne, j'ai vu plein de pays où ça se développe beaucoup informatiquement, et du coup, je vous mettrai le pied là-dedans. Vous apprendrez à partager votre arbre généalogique en ligne avec d'autres généalogistes ou avec votre famille. Ça, c'est selon ce que vous voudrez. Il y a des annexes avec les délais de communication, les délais de communicabilité des documents d'archives officiels. Et au final, vous obtiendrez un arbre comme celui-là. Alors, je vais vous le présenter tout de suite. Hop. Ah non, c'est un PDF. C'est le PDF que j'ai lancé, donc il faudra aller à la fin.
Hop, voilà. Vous arriverez à la fin, et probablement à la fin ouais, des 3 semaines qu'on va passer ensemble, 3 ou 4 semaines, je ne sais plus ce que j'ai programmé. Vous arriverez à ce résultat-là. Donc avec vous, vos pères, votre mère, leurs frères et sœurs, le deuxième mari, pardon, la deuxième femme de votre grand-père, etc., etc. Tout est imprimé dans ce format-là, lisible, clair, et posé à condition que vous utilisiez bien sûr le logiciel de généalogie que je vais vous présenter. Vous n'avez posté aucune réponse à ma question. Je ne sais toujours pas pourquoi vous êtes là. Donc je vais vous secouer et vous demander de me répondre, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes là ce soir? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si vous répondez pas, je continue pas. En 2 mots, qu'est-ce que vous venez chercher? La question n'est pas compliquée. Peut-être vous trouvez pas le bouton pour mettre un message. Ah si, il y en a un, conversation. Pardon. Lucie, j'ai eu 2 séances avec vous et votre approche via l'arbre généalogique m'a donné envie de pousser les recherches pour mieux connaître ma famille et comprendre mes bagages de ma lignée. Parfait. Effectivement, je fais dresser un petit arbre généalogique succinct sur ce que les gens savent déjà quand ils viennent dans le premier rendez-vous, globalement, premier ou deuxième. Et juste avec ce que vous avez déjà, je peux commencer à déterminer quelle branche, c'est un arbre, donc il y a des branches dedans, quelle branche sera intéressante à travailler plus que les autres. Mais pour ça, je vous lance après sur des recherches généalogiques pures. Et là, généralement, vous dites, ah, mais ouais, mais je ne sais pas comment faire. Donc la solution, elle est là. Euh, vous allez payer le prix d'une séance pour avoir 9 heures de cours de généalogie. Et ensuite, vous serez complètement autonome. Et pendant ces 9 heures de cours de généalogie, on va travailler aussi avec votre histoire, avec vos actes, avec vos propres ancêtres. Donc ce sera très 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 personnalisé, même si vous êtes 15, c'est pas un souci. Au contraire, ce sera super chouette. Pas d'autres messages? J'en laisse à celui de Lucie, Isabelle, Martine et tous les autres sur Facebook. Vous avez rien à dire? Bon, eh ben, tant pis pour vous. C'était pour échanger, partager. Je commence. Euh, je commence, mon idée, je répète, c'est de vous montrer pourquoi c'est intéressant de faire son arbre si jamais vous aviez encore des doutes et vous étiez là complètement par hasard. Ça peut être le cas. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde me connaisse et que tout le monde sache exactement ce que je fais. Voilà. Cette formation, je viens de vous le dire, vous apprendre, à vous qui a priori, si vous veniez me voir, êtes en difficulté physiologique, comportementale ou affective, de quel drame leurs ancêtres viennent, de quel drame de leurs ancêtres viennent leurs problèmes. Il ne faut pas que je me lise parce que mon idée est plus claire. Et pour ça, je vais vous apprendre au niveau 1. C'est ce qu'on va commencer ce soir, à faire votre arbre familial. Après, il y a un niveau 2, et le niveau 3, il se fait qu'en formation test. Mais le but, c'est que vous puissiez vivre votre vie et pas suivre les drames de vos ancêtres. Un petit rappel sur l'hypothèse que fait la thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. Vous portez des histoires dans une première zone, là à droite, des drames vécus de 6 ans à aujourd'hui, c'est ceux de votre vie à vous. On va travailler en décodage biologique, enfin avec les outils du décodage biologique, quels que soient les problèmes. Les histoires que vous portez de vos blessures vécues, de votre conception jusqu'à vos 6 ans. Donc là, on parle des ressentis de la mère enceinte ou des défaillances parentales. C'est la thérapie familiale qui va vous aider dans ce cas-là à travailler. Dans la thérapie familiale, il y a du décodage biologique puisque les deux, selon moi, sont indissociables.
tout cas, ce serait dommage de les dissocier, puisque quand ils sont unis, c'est terriblement génial. Et ce qu'on va commencer à faire ce soir, c'est à trouver les moyens de trouver vos ancêtres pour résoudre les drames qui n'ont pas été résolus par vos ancêtres et que vous avez portés. Ce soir, je vais vous expliquer d'abord pourquoi vous portez ça. Parce que c'est bien beau de dire ça vient de mes ancêtres. Si vous ne comprenez pas pourquoi, comme moi c'était le cas quand on m'a annoncé que tiens, tu portes des drames de tes ancêtres, j'ai dit oulala, c'est gentil, mais je suis pas d'accord. J'étais contre, hein. Franchement, ce que je vais vous expliquer, pas ce soir, mais dans le niveau 2, expliquer ce soir si. Quand on est venu, enfin, quand j'étais en formation décollage, pardon, c'est Salomon Selam qui a commencé à nous parler de psychogénéalogie. Je vous jure que je me suis assis sur le fond de ma chaise dans la salle, on était le vendredi matin, j'ai croisé les bras, j'ai fait purée, ce week-end il va être long parce que non, je n'admets pas que ce soit les drames de mes ancêtres qui pilotent ma vie aujourd'hui. Pour moi, c'était pas possible. J'avais déjà admis que c'était mes émotions non réglées qui créaient mes problématiques, ok. Mais les drames de mes ancêtres, non, c'était un petit peu trop fort pour moi. Et puis je l'ai écouté, et puis ce qu'il m'a dit, ben, ça a parlé à mon conscient, à ma logique, à mon cerveau euh, cortical, qui a trouvé ça très 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 logique. Et puis j'ai eu ensuite quelques phrases. euh, Merci Fabien de ce message sur Facebook et à bientôt. Hop. Je disais donc, j'ai eu quelques phrases de sa part qui m'ont fait vraiment tilt et qui m'ont vraiment parlé de mon histoire. J'ai posé deux, trois questions auxquelles il n'a pas su répondre parce qu'on était en formation devant le groupe, effectivement. Ça fait que titiller ma curiosité, j'ai cherché à comprendre, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. Il y avait des choses qui m'échappaient encore, qui n'étaient pas très logiques. Mais j'ai pu étudier la psychogénéalogie et l'appliquer tel qu'on nous proposait de l'appliquer en décodage biologique dans mon cabinet. J'ai eu un résultat immédiat tout de suite j'ai perdu le mot, c'est l'histoire de la petite Jade qui avait des problèmes de sang, ça va me revenir. J'ai perdu le nom. Bref, j'ai travaillé sur la petite Jade qui avait 3 mois à l'époque. Ses parents me l'ont apportée parce que l'hôpital de Lyon qui la suivait pour sa maladie dont je ne retrouve toujours pas le nom, n'avait pas de solution. Ses plaquettes continuaient à diminuer et l'issue était pas bien joviale dans les mots des médecins, pour être poli. J'ai travaillé avec elle, j'ai demandé à faire leur arbre aux parents. Leucémie, c'était pas une leucémie. Merci Lucie, c'était pas une leucémie. Mais je sais plus. Ça va sûrement me revenir, c'est juste mon cerveau qui bug un peu. Voilà, ça lui arrive. Bref, j'ai demandé à son père et à sa mère, un lymphome non plus Sophie, merci aussi. J'ai demandé à son père et à sa mère de faire leurs arbres généalogiques, puisque pour moi c'était une maladie du sang, donc ça parlait des liens du sang, donc forcément de l'histoire de ses deux parents. J'ai travaillé avec sa mère sur son arbre. Ça a été très émotionnant pour sa mère. La petite Jade était avec nous dans le cabinet. Et puis j'ai travaillé avec son père et ce jour-là, je suis resté un peu bête parce que je ne trouvais pas de lien entre lui, sa femme et sa fille, comme je vais vous montrer ce soir. Et puis m'est revenue une parole qui est revenue par magie comme ça dans ma tête de ce que que Salomon Selam avait prononcé, ou qui m'a permis de faire d'un seul coup tout un tas de liens, et y compris d'identifier une famille qui avait perdu un petit Charles à 8 mois. Ce petit Charles, c'était le grand-oncle de mémoire du père de Jade. Peut-être bien une leucémie quand même. Non, pardon. Juste le mot ne me revient pas. Ok. Et j'ai travaillé avec lui. Jade n'était pas là. Je lui ai demandé
d'exprimer à sa fille le soir en rentrant ce qu'il avait ressenti, vécu, traversé et fait sortir de lui. Et 15 jours après, quand ils sont allés faire les nouvelles analyses à Lyon, et ben, son taux de plaquettes remontait. Les médecins étaient super contents et les parents étaient super contents. Et voilà, j'ai vu tout de suite, moi, l'application qu'on pouvait faire. Ça a pris 3 séances, une pour expliquer aux parents, une pour chacun de leurs arbres, et c'était terminé. Donc je me suis dit, waouh, faut que je développe ça. Maintenant, mon cerveau cartésien me disait, ok, ça fonctionne, mais comment ça fonctionne? Et bien, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer ce soir. Tenter parce que normalement, je m'adresse à votre cerveau conscient et cartésien ce soir. C'est la façon dont je vois le travail transgénérationnel. Et pour ça, on va utiliser un exemple. On va parler de... Alors, je vais parler, pardon, c'est juste mon hypothèse à moi, voilà, celle que j'ai développée moi pour expliquer comment ça fonctionne. On va parler de loyauté familiale archaïque. Vous étiez là hier peut-être et vous avez déjà entendu parler de ça. Cette loyauté familiale archaïque, elle vient du principe de survie de l'espèce. On est des êtres vivants dans notre archaïsme reptilien. Pour que l'espèce survive, on a mis en place des fonctionnements inconscients qui ont permis à ce que l'espèce survive, et ça a marché puisqu'aujourd'hui on a colonisé la Terre et qu'on est en train d'en faire n'importe quoi. Mais c'est un autre sujet que celui de ce soir. C'est notre principe de survie de l'espèce qui prévaut sur la survie de l'individu, sur l'état physique de l'individu même. Et cette survie de l'espèce, elle entraîne, selon moi, la transmission des conflits transgénérationnels. C'est-à-dire que un drame qui n'a pas été résolu par vos ancêtres affaiblit le clan, on parle de clan familial, affaiblit le clan, et pour que le clan retrouve sa puissance, il faut que les descendants, qui sont les solutions biologiques inconscientes de ce clan, portent ce drame-là pour le réparer dans leur propre vie, symboliquement. C'est l'explication de la psychogénéalogie globalement qui a été donnée par Anne-Ancelin Slutschenberger en 1981, donc ça fait 30 ans que ça existe, cette chose-là. Ça existe même tellement bien, c'est tellement été reconnu par les collègues de cette Anne-Ancelin, que c'est un programme, je vais y arriver, un sujet qui est enseigné aux étudiants en psychologie. Donc, psychiatrie, autant pour moi. Puisque c'est une psychiatre, Anne-Ancelin Slutschenberger, qui a découvert, en étudiant tous ces dossiers de familles, de gens qui venaient pour des problèmes psychiatriques, que très très souvent, il y avait des familles à problèmes derrière. Elle a cherché à faire des liens, elle a compris qu'il y avait un lien. Elle est allée très loin, d'autres sont allés encore plus loin, et moi, ce que je vous propose, c'est le pas supplémentaire que j'ai fait là-dedans, dans ma façon de voir les choses. Parce que, comme je vous disais au début, il me fallait un sens, le sens de comprendre pourquoi. Et pour ça, sur notre cerveau archaïque. Vous savez que, selon certains neurologues, notre cerveau est divisé en 3 zones. Le cortex, avec lequel on réfléchit, on analyse, on parle, on échange avec les autres, mais qui, selon eux, en même temps, ne participerait que pour 15% dans nos activités conscientes. 15%. Tout le reste, c'est le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, qui a des millions d'années, et le cerveau reptilien qui est encore plus vieux, qui est là pour régler nos problèmes archaïques de survie, notre subsistance en quelque sorte. Cette théorie-là des 3 cerveaux, on va dire, existe aussi avec différents mots en décodage biologique, mais les deux se rejoignent de toute façon. Et c'est pour ça que je reviens dans notre cerveau le plus archaïque, celui de l'homme préhistorique. L'homme préhistorique, il a des besoins vitaux pour sa survie. On parle de survie de l'homme préhistorique. L'homme préhistorique, en tant que bébé, enfant,
il a des besoins de la part de sa mère. Je parle de sa mère. D'après vous, quels sont ses besoins? De quoi il a besoin du côté de sa mère? Besoin pour survivre. Quel est le tout premier besoin duquel va découler sa subsistance? Je vous écoute, je vous lis. J'aimerais bien vous entendre, hein. Vos micros, Lucie et Isabelle, sont fermés. Ce serait plus sympa que vous parliez. Mais encore une fois, c'est peut-être pas possible. Sur Facebook, vous répondez aussi, hein, même si c'est avec 20 secondes de retard. Vous réfléchissez, de toute façon, pour vous, vous êtes en direct. Si vous voulez être plus en direct, cliquez sur le lien qui est tout en haut de la publication de ce soir, ou dans les autres liens qui sont sur ma page Facebook d'aujourd'hui, où je vous invite là ce soir. Donc, de quoi cet enfant a besoin du côté de sa mère? Je vous attends. Allez-y, osez. Il n'y a pas de mauvaise réponse. D'amour, Lucie. Bien vu. Je prends tout de suite au vol. L'amour de la mère, parce que c'est que parce que j'aime mon enfant que je vais le nourrir et le réchauffer. Si je ne l'aime pas, si j'en ai pas envie, si plein de raisons archaïques font que je veux pas de cet enfant-là, à l'époque, je vais le laisser de côté. Il va mourir de froid d'abord, pas si on est en été, d'accord, mais il va mourir de faim sinon. Parce que il n'y a qu'une femme enceinte, une femme allaitante qui pourra l'élever. Donc, et non Natalia, non plus Sophie, c'est pas l'attachement, la nourriture, la sécurité, ni l'attention, c'est l'amour. Si maman ne m'aime pas, elle ne va pas me porter ni de l'attachement, ni de la nourriture, ni de la sécurité. Bien sûr que j'aurais besoin de ça aussi. Sécurité, je suis pas d'accord avec Sophie. On en reparlera tout à l'heure de la sécurité. Mais l'attention, c'est le minimum. On peut porter l'attention à n'importe qui dans son clan. Ce qui va différencier entre l'enfant et sa mère, c'est vraiment l'amour. Donc notre cerveau reptilien, nos cerveaux limbiques, qui pilotent 85% de nos réactions aujourd'hui, sont encore aujourd'hui dans ce besoin d'amour de maman. On passe. De papa. Qu'est-ce que moi, bébé de l'homme préhistorique, j'ai besoin de mon père? Qu'est-ce que doit impérativement m'apporter mon père duquel tout le reste va découler? La sécurité, Lucie? Non. La sécurité, c'est un besoin, mais pourquoi il va me donner de la sécurité? Qu'est-ce qui ferait qu'il me donne de la sécurité? Isabelle, je vous écoute aussi, hein. Moi, vous connaissiez la réponse par cœur. J'attends celle de Facebook. La sécurité. Voilà, Sophie. La sécurité, oui, mais j'ai la sécurité parce que papa m'a reconnu. Si papa me reconnaît pas comme son enfant, il n'apportera jamais la protection, jamais la place dans le clan, jamais la valeur. C'est pas possible. C'est d'abord la reconnaissance. Parce que tu es mon enfant, je te protège. Sinon, je vais pas me faire tuer par les loups qui arrivent si t'es pas mon enfant. J'ai ma propre survie à régler d'abord. Si t'es pas mon enfant, ça marchera pas. Et non, Nadia, il n'y a pas d'amour. Les besoins archaïques de l'enfant de l'homme préhistorique ne comprennent pas l'amour en fonction du père. L'amour, c'est maman qui donne. Donc, votre, euh, votre inconscient archaïque est encore dans ce besoin d'amour de maman et de reconnaissance de papa. Reconnaissance pour avoir protection, place, valeur. Amour pour avoir nourriture et chaleur. Bien. Hop, pardon. Euh, L'adulte. De quoi l'adulte a-t-il besoin de la part du clan pour survivre dans ces temps immémoriaux? Immémoriaux, mais archaïquement implantés dans nos cerveaux. Dommage, Nadia, oui, dommage que le père n'apporte pas d'amour, ne doive pas apporter d'amour, n'empêche que s'il en apporte, c'est quand même mieux. Mais c'est pas les besoins archaïques. Donc le clan, qu'est-ce que...
En y pensant, c'est tout à fait vrai. Ben, oui, j'y pense assez souvent pour estimer que je suis pas trop dans l'erreur. Non, je vérifie tous les jours que c'est ça en fait. Le clan apporte de la valeur. Non, c'est le père qui apporte de la valeur. Du soutien. Non. Le soutien, c'est le mot général que je porte au père. La mère aime, le père soutient. La mère aime inconditionnellement, et donc elle va nourrir et réchauffer. Le père soutient parce qu'il reconnaît déjà. Ensuite, protection, place, valeur. Ça, c'est du soutien. Non, le clan n'apporte pas de la valeur, de la solidarité. Oui, mais qu'est-ce qu'elle permet, Nadia, cette solidarité? Mystère, hein? Partage, non. Ça découle de tout ça. Vous avez pas faux, hein? C'est bien. J'ai perdu. Voilà, le direct, il est là. Je trouve des choses, moi. Solidarité. Non, le clan doit apporter de la protection aussi. Si je ne suis pas protégé par mon clan, je ne survis pas à l'époque. Et c'est pour ça que nous sommes des êtres sociaux. Nous avons un archaïque qui nous fait vivre en société. D'accord? Il n'y a que certains pays où la sociabilité a été détruite, comme en Russie avec le communisme qui a juste visé à séparer les gens, séparer les fonctions de façon à les rendre tous interdépendants d'un immense système. Je ne dis pas que le communisme était mauvais, mais la façon dont il a été appliqué a été assez terrible et je le vois aujourd'hui en connaissant un petit peu la Russie. Euh, le clan doit m'apporter la protection, sinon je ne pourrais pas me nourrir et je ne pourrais pas survivre. Si je vais moi tout seul hors du clan, je deviens la proie dans cette jungle de l'époque et je meurs. Donc, pour avoir la protection du clan, pour avoir la reconnaissance de mon père, pour avoir l'amour de ma mère, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là la plus importante question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir tout ça? À l'époque, hein, d'après vous, Stéphanie Pulsé, j'ai reconnu votre nom de famille. Lucie et Isabelle, d'après vous, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la protection du clan, la reconnaissance de papa et l'amour de maman? Ah ah, je savais pas. Allez, je vous le livre aussi. Il faut que je sois loyal. Loyal au clan. Parce que si jamais je me rebelle contre les règles du clan, ben, je dégage. Loyal à mon père, je ne peux pas l'insulter, lui dire qu'il est nul, etc. Sinon, je dégage, j'ai plus sa sécurité, sa place, sa valeur. Et pareil pour maman. Si jamais je lui fais une crasse, si jamais je suis méchant avec elle, elle va plus m'aimer. Et là, c'est grave parce que je meurs. Si ma mère ne m'aime plus, je meurs. Si mon père ne me reconnaît pas, ne me laisse pas ma place dans le clan, je meurs. Si le clan ne me laisse pas ma place, je meurs. Donc je leur dois absolument une loyauté sans faille. Et ça, mesdames et messieurs, ça va durer 3 millions d'années. En tout cas, ça fait au moins 3 millions d'années que ça dure. 3 millions d'années qu'on est humain et 3 millions d'années que ça dure. Donc, on a une obligation vitale. C'est vraiment, je suis obligé de manière vitale à être loyal à mon clan et à mes parents, et ça pour que l'espèce survive. Parce que si jamais je meurs, je mets par ma mort en danger la survie de l'espèce. Est-ce que ça vous semble logique jusque-là? Ok, on va plus loin. Pourquoi cette loyauté, je l'appelle loyauté archaïque familiale, d'après vous? Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il m'a fallu longtemps pour comprendre, et en même temps c'est tellement évident que voilà, il fallait juste mettre le doigt dessus. À cause du temps qu'on a passé dans le mode survie. Rappelez-vous, ça fait 3 millions d'années que notre cerveau archaïque engrange des informations.
Alors, archaïque, je regroupe reptilien et limbique, hein, les deux. Ça encore, je vais aller trop vite, trop loin. C'est pas la bonne présentation que j'ai là, c'est dommage. Tant pis, c'est comme ça. Euh, D'après vous, depuis combien de temps l'être humain peut vivre en sécurité en Europe? Alors, on va même simplifier. En France, dans une cabane au fond des bois, sans se faire bouffer par les loups, les ours ou se faire tuer par les brigands. Combien d'années? Combien de centaines d'années pour vous aider un petit peu? Une idée? Un avis? Ou vous avez déjà écouté ça? D'après vous? Ah, Stéphanie, elle a ouvert son micro. Aucune idée? Un chiffre au hasard? 500, 1000, 200, 150? Facebook est plus efficace, hein. Je suis désolé, mais je vais vous quitter ici pour aller discuter avec Facebook. 300 ans. Ça fait environ 300 ans si on est optimiste, parce que il y a 300 ans, on était en 1700, on n'avait pas encore commencé l'ère industrielle, il y avait encore beaucoup de loups, d'ours, de brigands, donc je dis 300 ans pour simplifier mes calculs, mais je suis optimiste. Nadia nous dit 200. Ok. En mettant 300 ans, en étant optimiste, et 200 c'est très optimiste, et vous referez le calcul avec 200, ça fait que un dix millième du temps écoulé depuis que l'homme existe, donc depuis que notre inconscient archaïque humain engrange des solutions. Un dix millième. Ça fait quoi un dix millième? Sophie nous dit une génération ou deux, 150. Elle est très très pessimiste. Mais peu importe si vous êtes très très pessimiste, faites le calcul avec vos 150 ans. C'est assez facile, hein. Ça fait pas un dix millième, mais un 20 millième. Facile avec 150, c'est la moitié de 300. 200, c'est un tiers. Un 15 millième. Bref, ça fait très peu de temps. Qu'est-ce que c'est un 10 millième du temps? Ça ne parle pas. Donc on va réduire 3 millions d'années, on va se mettre d'accord pour que ces 3 millions d'années sont réduits en une année. Une année égale 3 millions. Ok. Donc un 10 millième de 3 millions d'années, ça équivaut à un 10 millième d'un an. Un 10 millième d'un an, d'après vous, ça fait combien de temps? Je ne vous laisse pas faire le calcul. Ça fait 52 minutes. Ce qui veut dire que depuis 364 ans et 23 heures pour simplifier, votre inconscient archaïque, il est poursuivi par les loups, il cherche à survivre, il faut qu'il se batte, etc., etc. Et là, ça fait 52 minutes qu'il respire. Vous imaginez, vous, vivre une vie, une année, à courir, à survivre, à vraiment louper la mort à tous les coins de rue, et d'être tranquille depuis 52 minutes. Est-ce que vous êtes calmé? Non, c'est évidemment pas calme. Vous êtes encore dans ce stress de la survie. Et c'est mon explication de pourquoi vous êtes encore en loyauté familiale archaïque. C'est juste une histoire de temps. Il nous faudra quelques centaines de milliers d'années avant de commencer à souffler un peu et de sortir de cette loyauté au clan, à la famille, à vos parents. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que vous portez toujours ça. Ok, ça c'est la théorie de pourquoi. Maintenant, comment? Comment ça a été transmis jusqu'à nous? Parce qu'il faut bien une raison et un sens de faire un arbre généalogique. Pour moi, c'était transmis par les dates. J'explique les dates en partant des cycles de la vie. Tout ce qui est vivant, tout, absolument tout ce qui est vivant suit un cycle. Un cycle qui est donné par la Terre autour du Soleil, par le Soleil dans l'univers. Si vous voulez, par la Lune autour de la Terre, le cycle menstruel des femmes est un cycle. Le cycle de vie de la cellule est un cycle où elle va croître, se répliquer, préparer la mitose et se diviser encore avant de mourir. Tout est un cycle. Donc, tout revient sans arrêt. Sans arrêt, tout recommence. D'accord? Avec ça, pas de souci. L'homme, dans ce cycle de la vie, a dû apprendre à la maîtriser quand il a voulu se sédentariser. Et même avant, je pense que pour chasser
correctement, il devait suivre les transhumances des troupeaux, donc s'habituer à changer suivant les cycles de saison de région. 8000 ans avant Jésus-Christ, l'homme a inventé le premier calendrier pour se repérer dans ses cycles naturels, puisque ça faisait déjà 2000 ans qu'il tentait de cultiver, de se sédentariser, et là, il a enfin trouvé un calendrier qui lui a permis de définir des choses. Les Mayas ont inventé un calendrier 900 ans avant Jésus-Christ. Les Romains ont inventé un autre calendrier 753 ans avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, en 2020, nous suivons encore le calendrier qui s'appelle le calendrier julien, qui date de 45 ans avant Jésus-Christ. Depuis 45 ans avant Jésus-Christ, donc 2065 ans, nous avons un 1er juillet, un 4 août, un 6 septembre. C'est comme ça. Et ça a été repris par le système judéo-chrétien, et on a posé des saints dans les calendriers, qui reviennent, eux, toujours aux mêmes fêtes. Alors là, je parle juste du monde judéo-chrétien. Les orthodoxes ont un autre système, l'islam n'a carrément pas de calendrier, puisque c'est quelque chose qui... Alors, je m'avance peut-être, pardon, je ne suis pas un spécialiste. Mais en tout cas, les pays d'Afrique du Nord n'ont pas eu d'état civil et donc pas suivi de calendrier avant que les colons viennent imposer le leur. Ce qui fait qu'on ne peut pas travailler du tout de cette façon-là. On travaille d'une autre façon avec les gens originaires d'Afrique du Nord, de quelque pays que ce soit. C'est pareil. Ce qui est important de retenir, c'est que ces dates dont je vous parle depuis tout à l'heure, elles reviennent tous les ans depuis 2000 ans. Et votre inconscient émotionnel, dans votre famille, il a imprimé que les dates correspondent à des émotions. Parce qu'une naissance, c'est important, un décès, c'est important, un mariage, c'est important. La fête du prénom, c'est ce qui est donné par l'Église. Mais un diplôme, un accident, une réussite, un échec, une joie immense, une intense frayeur, tout ça, ça porte une date qui reviendra chaque année. Et c'est parce que notre biologie a imprimé ces cycles, ces dates précises qui existent depuis 2000 ans, qu'aujourd'hui, on peut parfaitement se fier aux dates pour arriver à repérer les liens entre nous et nos ancêtres. Et là, je vais vous expliquer comment ça marche. Pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un exemple. L'exemple d'Elsa, que j'ai reçu au cabinet en 2011, c'était en Suisse. Elle arrive au mois de mai, elle me serre les mains et ses mains sont gelées, vraiment gelées. Elle est accompagnée par sa mère et elle s'assoit et vient me consulter, enfin Elsa vient me consulter pour un syndrome de Raynaud. Syndrome de Raynaud, vous savez, c'est les mains, les extrémités, globalement les mains et les pieds, le plus souvent, gelés, froids. La maladie de Raynaud, c'est le niveau supérieur, où les mains sont blanches et douloureuses, et très très douloureuses parce que le sang ne circule pas dedans. Ok, je connais le décodage biologique à cette époque-là, je connais le transgénérationnel, je connais tout ça. Et moi, j'en déduis tout de suite que c'est une histoire d'ancêtre. Mais, ça c'est le décodage biologique qui va me le dire. La biologie d'Elsa, elle met en place les mains froides et les pieds froids pour qu'elle soit, Elsa, au contact avec ses ancêtres, simplement pour honorer ses ancêtres. Parce que si les morts, les ancêtres morts, j'entends, si les morts ne sont pas honorés, on sort du système qui nous a classés dans l'humain. Je vous ai dit, ça fait 3 millions d'années qu'on est des êtres humains. Les scientifiques sont d'accord pour dire qu'on est devenu humain à partir du moment où on a commencé à faire des rites funéraires avec nos morts. Donc ne pas honorer nos morts, c'est sortir de l'humanité. Donc pour la survie de l'espèce, Elsa, c'est immense, hein, c'est juste Elsa, mais pour la survie de l'espèce, son système inconscient va déclencher sa maladie de Raynaud. Donc j'ai une idée de ce que je vais trouver, potentiel. Mais je vais d'abord chercher pendant la première séance quelle mort elle a vécu quand elle était jeune. Vous vous rappelez, on va remonter là très rapidement. Pof, 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 pof. Ah bah il n'est pas là. Si, il est là. Là. Les drames vécus de 6 ans aujourd'hui. Je lui demande ce qu'elle a vécu entre 6 ans aujourd'hui. Et il se trouve qu'à 9 ans, elle perd une petite voisine qui était comme sa sœur, dont elle n'a pas fait le drame. Donc, on travaille sur le drame, sur le deuil non fait de cette petite voisine, la première séance. Ensuite, je lui ai fait noter la chaleur de ses mains sur 20. Froid, c'est 0.
normal, pas chaud, mais normal, c'est 20. Elle arrive à 0. Première séance, elle est à 0. On part de là, ok, aujourd'hui vous êtes à 0 et on va essayer d'atteindre 20. Donc elle n'est pas gelée, elle n'est pas à -10, elle est à 0. La deuxième séance, ses mains sont à 6, ses pieds à 8. Non, ses mains à 8, ses pieds à 6. Exactement. Donc faire le deuil de cette petite sœur virtuelle, ça lui permet déjà de gagner, allez, 6 sur 20 de chaleur. C'est bien. Après, je m'intéresse à ce qu'elle a vécu dans le ventre de sa mère. Sa mère est là à côté, c'est super facile de lui demander si elle a perdu quelqu'un, parce qu'on travaille sur la mort, hein, si elle a perdu quelqu'un pendant qu'elle portait Lisa ou dans la prime jeunesse de Lisa. Non, il n'y a pas de deuil non fait chez sa mère, donc on passe là, et donc on passe directement chez les ancêtres. Je lui explique qu'il faut faire l'arbre, comment, etc. Ça fait partie des moments où j'expliquais tout à tout le monde. Et elle revient le troisième rendez-vous. Oui, le troisième rendez-vous. Elle revient avec son arbre. Son arbre, je l'ai repris, je l'ai repassé dans mon logiciel. J'ai changé les noms de famille aussi pour préserver son identité. Et je vais vous présenter son arbre. Parce que quand elle arrive au cabinet, elle est de type gisante. Ça, c'est le mot qu'utilise Salomon Selam. Gisante, ça veut dire qu'elle, là, quand je la reçois, Elsa, elle est toute palote. Ça arrive à tout le monde. Elle a des cheveux noirs, mais teints en noir, corbeau. Elle est maquillée en noir, elle est habillée en noir de la tête aux pieds, et elle parle tout doucement, presque. Elle fait pas de bruit, on dirait qu'elle n'existe pas. Très très timide. Quand je lui pose une question, elle se retourne vers sa mère pour répondre. C'est vraiment pas elle qui parle. Elle n'est pas, pour moi, pas vivante. C'est des signes extérieurs de gisant. Vous êtes peut-être dans ce cas-là, vous allez peut-être vous reconnaître dans tout ce que je vous ai dit, mais il y a encore d'autres signes. C'est ce que je repère, plus son syndrome de Raynaud, ça me fait dire, ok, c'est vraiment ses ancêtres. L'hypothèse du décodage, je vous ai dit, c'est je dois rester au contact permanent avec les morts pour honorer leur mémoire par rapport à la loyauté au clan. Rester au contact permanent avec eux, avec les mains, je comprends, c'est le contact. Mais les pieds, pourquoi? Ben parce que, archaïquement, nos morts, ils sont sous nos pieds, ils sont enterrés depuis la nuit des temps. Donc c'est les deux organes, pieds et mains, qui vont refroidir pour être en contact avec les morts. Et chaque fois que je dois travailler sur un syndrome de Raynaud, j'ai trouvé la même chose. Et j'ai résolu de la même façon. Donc ça fonctionne. Voilà l'arbre d'Elsa. Elsa, elle est là. Elsa, son arbre, il est tout petit. C'est pour ça que je le prends, le sien en exemple, parce qu'il est vraiment plus facile à manipuler. Elsa, elle est là. Elle s'appelle pas Elsa Dupont, bien sûr, j'ai changé son nom, mais peu importe. Elsa, elle est née le 15 janvier 1993, on s'en fiche. Ce qui veut dire, selon la moyenne de 9 mois de grossesse, qu'elle a été conçue autour du 15 avril. Alors, conçue autour, ça veut dire que je vais devoir regarder à plus ou moins 7 jours toutes ces dates à elle avec celles de ses ancêtres. En fait, je vais faire de la comparaison. Je vous ai mis plusieurs couleurs pour ça. C'est pas ce que j'apprendrai aux gens qui vont faire le deuxième niveau. Mais pour l'exemple, je vous ai mis plusieurs couleurs pour mieux que ça vous parle. Elsa, c'est un prénom qui se fête le 17 novembre. C'est la Sainte Élisabeth. Point. Son père, c'est Pierre Roger. Il est né le 21 août. Okay. Son grand-père, c'est Jean-François Léon. Jean-François Léon, il est le 17 novembre. Tiens, comme Elsa. Comme la fête d'Elsa. Donc Elsa est en lien avec Jean-François Léon. Mais Jean-François Léon, si on regarde un peu son arbre de près, il a eu un grand frère, Jean-François Léon, le même prénom. Ben ouais, parce que ce Jean-François Léon, il est né le 22 avril, ah tiens, à 7 jours d'Elsa, et il est décédé le 22 mai, à 4 semaines. Donc Constant et Marcel n'ont rien trouvé de plus intelligent que de nommer leur deuxième fils Jean-François Léon pour faire renaître le premier. Intéressant, hein? Oui, c'est comme ça qu'on marche. Quand le drame n'est pas résolu, il faut remplacer le mort pour biologiquement résoudre le drame. Et ça, on le voit très bien avec les dates. Avec les prénoms, c'est encore plus impressionnant, mais avec les dates. Donc, je vais continuer à chercher dans son arbre tous les liens qu'Elsa a avec ses ancêtres, dont j'ai les dates. Elsa me ramène une histoire de Edmond. Lui, il va s'engager dans les légions. Il disparaît après la naissance de Monique. Mais on sait dans la famille qu'il a abusé de Josette, sa deuxième fille. Donc ça, c'est un drame qu'on connaît, qui est connu de la famille.
Or, Elsa n'est absolument pas en lien avec Edmond. Donc, l'histoire n'est pas là. Si vous voulez, en psychogénéalogie, on aurait demandé à Elsa quels sont les drames que tu connais dans ton arbre. Eh bien, Edmond, gna gna, la butte de sa fille. Et on aurait travaillé ça, parce qu'il y a que cette information-là, on aurait travaillé ça dans une constellation pour tenter de réparer ça. Or, Elsa ne portant pas cette histoire-là, ça va absolument rien faire à son syndrome de Raynaud. Syndrome de Raynaud, enfant mort, on a là Jean-François qui est mort. C'est épatant. Et elle porte les dates de Jean-François. Et je vous jure, c'est un arbre réel, hein. J'ai juste changé les noms de famille. On est d'accord. Elsa est en lien avec Roger. Lui, il est mort à 91 ans. Bon, on n'en parle pas plus. Dans le deuxième niveau, je vous apprendrai ce que ça peut vouloir dire, mais pour nous, ça n'a pas d'importance. Elsa est en lien avec Anne-Marie, qui est visiblement la sœur de Louise, qui est sur l'autre partie de l'arbre, là. Et Anne-Marie, c'est la sœur aînée. 20 octobre. Alors 20 octobre, pourquoi c'est en lien? Parce que elle étant née le 20 octobre, pardon, et est conçue le 20 janvier. J'ai un peu mal placé le stabilo. Il faudrait que je le refasse proprement. Peu importe, elle est en lien avec Anne-Marie. C'est ce qu'il faut retenir. Et ça, c'est deux sœurs de la suite de l'arbre. Donc de ce côté paternel, Elsa est en lien avec un enfant décédé à 4 semaines et le remplaçant de cet enfant. Parce que Jean-François Léon, c'est juste le gisant du premier Jean-François Léon. Ce Jean-François Léon, le deuxième, je leur pose la question à toutes les deux qui sont là devant moi, parce que je suis sûr de la réponse. Et je leur dis, ce Jean-François, il était plutôt éteint, pas vivant, pas gai, pas drôle. Elle me dit, oh non, il passait son temps assis dans le fauteuil, sans rien dire. Et sa mère, Elisabeth, la mère d'Elsa, qui s'appelle Elisabeth, comme par hasard, me dit, je ne l'ai jamais vu sourire de la vie. Depuis que je le connais, je n'ai jamais vu sourire. Donc, signe validé. Je poursuis sur le côté de son arbre. On a donc Anne-Marie et Louise, c'est les deux sœurs aînées du côté de sa mère. J'ai remis Elsa de ce côté. Là, on a Elisabeth, sa mère, et sur l'arbre, on a Jean-Pierre et Victor, le grand-père d'Elsa, donc le père d'Elisabeth. Il y a les deux sœurs, rappelez-vous, à gauche, Anne-Marie et j'ai oublié qui déjà, Louise. Et ensuite, quand elles ont fait l'arbre, Elisabeth a simplement demandé le livret de famille à Jean-Pierre. C'est tout. Elle ne l'a pas eu visiblement, puisque toutes les dates ne sont pas complètes. Mais son père, Jean-Pierre, lui a dit qu'il avait perdu une petite sœur, Jeanne Colette, le 22 avril à 10 mois. 22 avril, paf, 15 avril. Puis Juliette Madeleine, le 14 avril à 4 mois. Puis Paul Maurice, à 12 mois. Puis un autre Paul Maurice qui était né le 21 avril et qui est décédé le 20 novembre. Ce Paul Maurice-là était le remplaçant du premier Paul Maurice, tout simplement parce qu'Odile, c'est une fille, elle ne pouvait pas remplacer Paul Maurice. Mais Elsa est aussi en lien avec Pierre-Édouard, la date de conception de Pierre-Édouard, 22 novembre, et la fête, la Saint-Constance, de l'arrière-grand-mère. Donc elle est en lien avec les deux parents qui perdent 4 enfants. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que cet arbre continue et qu'ils vont perdre encore Marie-Noël et Bernard à 5 mois, avec lesquels Elsa n'a pas de lien de date. Du côté de Marie-Joséphine, il y a juste un lien avec Jean-Joseph, il n'y a pas plus d'informations que ça, on laisse tomber. On laisse tomber parce que j'ai pas plus d'informations que ça à l'époque. Ces informations-là me disent que c'est clairement cette zone-là qu'il faut travailler. Elle est en lien directement avec 3 enfants morts, indirectement avec un 4e, puisque Paul Maurice est le remplaçant de Paul Maurice, et avec les parents de ces 2 enfants morts. Ça, Elisabeth n'est pas au courant. C'est un secret de famille que Jean a conservé précieusement, a gardé. Jean, il a vraiment gardé le secret parce que ce dernier frère et sœur là qui sont morts en 50 et 51, Jean il a quand même 10 ans quand ses frères et sœurs meurent à plusieurs mois. Donc c'est un souvenir qu'il doit avoir. Seulement il n'en parle jamais à sa fille. Et pourquoi d'après vous? Pourquoi Jean n'en parle pas? Pourquoi jamais Élisabeth n'est au courant que son père, n'avait pas 4 frères et sœurs,
Mais 10, c'est pas le même nombre. D'après vous, pourquoi il tient ce silence? Quel intérêt il a à faire ça? Et pourquoi il fait ça? Quand Elisabeth va le questionner, il est obligé de dire ça parce qu'elle lui demande les renseignements. Donc, il les donne. Il les a, il les donne. Mais tant qu'Elisabeth ne pose aucune question, Jean se tait. Pour quelle raison, d'après vous? À part Lucie qui connaît la réponse. Qui est-ce qui peut me dire ça? C'est ça qui est intéressant, c'est que cet arbre-là, juste en 3 générations, il me permet de faire toute la démonstration. Sinon, il faut montrer 4 générations, ça fait 5 ou 6 pages d'étaler dans l'arbre, et c'est beaucoup plus difficile intellectuellement à suivre. Mais le principe est le même, et je vous montre juste le principe de comment ça marche. Sophie nous dit la loyauté envers ses parents. Exactement. Jean ne dit rien parce que Pierre et Charlotte ont intimé directement, indirectement, on ne saura jamais, le silence sur les morts. Si papa et maman disent on n'en parle pas, Jean n'en parle pas. Il est peut-être coupable, Sophie. Mais s'il est coupable, on ne sait pas. Juste, il n'a pas parlé à Elisabeth. Et en être coupable, ça revient à dire je suis coupable de ça. En tout cas, j'en parle, je ne le cache pas. Ce qui est fort, c'est que ni Jean, ni Odile, ni Monique, ni Francis n'ont jamais parlé de ces enfants morts. Donc on ne peut pas dire qu'Odile, Monique et Francis soient coupables. Pour moi, c'est vraiment Pierre et Charlotte qui ont mis qui ont fermé la tombe et hop, terminé, on n'en parle plus. Mais c'est devenu un secret de famille. C'est-à-dire que la génération d'Élisabeth, qui aurait dû être au courant de ça parce que c'est très proche d'elle, ne l'est pas. Et qu'Élisabeth a transmis ce drame-là à ses enfants, dont Elsa. Brice aussi, mais dont Elsa. Et on s'intéresse qu'à Elsa pour l'instant. Brice, il porte d'autres choses qui ne nous intéressent pas ce soir. Et c'est Elsa qui porte ça. Et parce qu'Elsa n'est pas au courant de ça, eh bien, elle le porte dans son corps. La preuve que j'en ai, c'est que quand, euh, quand Elsa va... Hop, attendez, je vous le montre, intervenant. Quand Elsa va parler de ça, va découvrir ça, va ramener ça, que je vais faire le travail que je viens de faire devant vous, c'est-à-dire mettre des couleurs pour lui expliquer avec quels ancêtres elle est en lien. Ça va être la 3e séance. Elle va revenir à la 4e. Ses mains sont passées à 12 sur 20 et ses pieds à 10. Il y a déjà une évolution. Juste parce qu'elle a pris conscience du lien avec ses ancêtres. Donc c'est comme ça que j'ai pu chiffrer, et par d'autres choses, que Elsa, en prenant conscience du drame qu'elle porte, elle en libère une partie. 4 points sur 20. À peu près 20%. C'est ce que j'estime pouvoir se libérer chez les personnes qui font leurs arbres et qui font les liens avec leurs ancêtres. Ça va libérer à peu près 20% de la problématique qu'ils portent, mais que 20%. D'accord? Et c'est pour ça que là, dans la 4e séance, quand Elsa va venir, je vais faire ce que j'appelle une réparation familiale, où elle va prendre la place des ancêtres qui le réclament, entre guillemets, en tout cas qui en ont besoin dans le travail qu'on fait. Je ne vous expliquerai pas comment ça se fait parce que c'est. J'ai une vidéo qui parle que de ça sur ma chaîne YouTube onglet transgénérationnel, oui, sur ma playlist transgénérationnelle qui est sur ma chaîne YouTube, où je parle précisément de la réparation familiale. C'est une petite vidéo qui dure 20 minutes où j'explique vraiment que ça, quelle est la différence entre ça et une constellation familiale. Bref, Elsa va le vivre, va le libérer d'elle-même, va libérer ses ancêtres, et donc elle va reconnaître et faire reconnaître à leurs parents surtout, Pierre et Constance. C'est pas Constance le nom, c'est autre chose. Hop, 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 Pierre et je ne sais pas qui, j'ai oublié, c'est pas grave. Va leur faire reconnaître
les drames qu'ils portent et qu'ils ont transmis. Elle va leur faire exprimer ça et elle va, elle, se libérer de ce qu'elle porte. Elle va donc rendre hommage à ses ancêtres et donc elle va être libérée de ce qu'elle devait faire. Sa biologie lui demandait de rester loyale à son clan, de porter le drame en étant au contact de ses ancêtres. La solution qu'elle trouve en thérapie, c'est honorer enfin ses ancêtres aux yeux de toute la famille, en faisant l'arbre, en expliquant l'histoire, et en libérant ce poids-là. Elle fait la thérapie de ses ancêtres et elle est libre. Et elle va revenir pour la 5e séance, que je vais lui offrir. Elle a 20 sur 20 sur les mains et 18 sur les pieds. Donc on ne va même pas regarder l'histoire de Jean-François Léon, on n'a pas besoin. On ne va pas regarder ailleurs dans son arbre, on a fait le travail dont elle avait besoin. En 5 séances, on l'a libérée de son problème. Juste parce que j'ai su mettre en lien le décodage biologique, son syndrome de Raynaud, sa physionomie, comme elle est habillée, comme elle parle, comme elle se présente et comme elle se manifeste dans la vie, et les dates dans son arbre qui nous ont fait remonter à quoi? À des morts non honorés à cause de ce silence et de ce secret de famille. Ce qui est intéressant, c'est quand elle revient la 5e séance. Oui, Sophie, c'est extraordinaire comme résultat et c'est toujours pareil. C'est pour ça que je vous transmets ça ce soir. C'est que c'est vraiment très intéressant à faire. Pour vous, j'entends. Elle revient à la 5e séance et je vais revenir dans le partage pour rien oublier. Hop, hop, hop. Je vais refermer. Allez, voilà. Donc, en 5 séances, elle a les mains et les pieds normaux au niveau température, mais elle revient maquillée. Je me souviens, un eyeliner vert. Elle est revenue à la teinte naturelle de ses cheveux et elle est habillée non plus en noir, mais complètement normalement. Et surtout, elle sort avec des nouveaux amis. Elle arrive à me dire, oui, j'ai changé de teinture, je suis revenu à ma couleur naturelle. Moi, je remarque qu'elle est habillée normalement, qu'elle est plus habillée tout en noir comme je l'ai vu dans les 4 séances d'avant, hein. Par contre, quand je lui dis, vous êtes maquillée différemment, elle me dit non. Et là, sa mère qui est à côté, je dis, mais Elsa, si, je t'ai vu l'autre jour acheter cet eyeliner vert alors que c'était le premier que je te vois acheter. Et j'ai été étonné, j'ai rien dit, mais j'étais étonné. Et là, Elsa s'arrête, elle se dit, mais ouais, en fait, j'ai que du noir à part celui-là. Et c'est le premier que j'achète en vert de toute ma vie. Et elle parle à voix haute, elle s'exprime, elle a changé complètement de comportement, ça l'a sortie de sa place de gisante. Quand je l'ai contactée en 2000, plus tard, donc à 22 ans, elle est née en 93, ça doit être en 2015. Quand je l'ai contactée pour m'autoriser à utiliser son arbre, elle m'a dit qu'elle faisait des études de communication événementielle. Si ça, c'est pas vivant, je m'y connais pas. Tout ça pour vous dire que grâce au travail fait dans son arbre et que à ça, parce qu'elle n'a rien fait d'autre à côté, elle n'a pas pris de médicaments plus qu'elle prenait d'habitude, mais elle n'en prenait pas d'ailleurs, elle a juste froid aux mains et aux pieds. C'était pas une maladie, c'était un syndrome. Juste avec ce travail en transgénérationnel, on est arrivé à régler son problème. Ça, c'est quelque chose que j'ai écrit en 2018. L'expérience me montre depuis que j'ai appris ça, que j'ai développé ça, que la loyauté au clan et à ses parents est obligatoire et vitale pour sa survie et celle de l'espèce. On est piloté par un système archaïque qui nous dépasse complètement. 85% de notre fonctionnement quotidien. Ce qui veut dire aussi que lui à gauche ou lui à droite, ils sont exactement dans le même système de survie. Aussi bizarre que ça puisse paraître dans notre société hyper évoluée en France, je mets de côté tous les pays en voie de développement où ils sont encore plus proches de la survie, on va agir de la même façon. On doit être loyal au clan et à ses parents. Et ce que je vous propose ce soir, et dans les webinaires qui vont venir, c'est de trouver les drames de vos ancêtres. Et pour ça, il faut un arbre, parce que vous avez vu que sans l'arbre d'Elsa, je reste sur l'histoire hop, 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 de Edmond qui a abusé Josette.
Et ça ne parle pas de syndrome de Raynaud. On est complètement à côté de la plaque. Donc même si à un moment, elle arrive à savoir que Jean-François Léon était né avant Jean-François Léon, peut-être, si on travaille ça, on va gagner quoi? Ben rien, puisqu'elle est déjà à 20 sur 20 sur les mains, il restera 2 points sur les pieds à prendre. C'est pas ça le poids. Le poids, c'est ce que Jean et tous ses frères et sœurs ont caché aux descendants. Sans arbre, on ne peut pas faire les liens, on ne peut pas travailler, parce que pour travailler, on a besoin des dates des gens, simplement pour pouvoir les capter, en quelque sorte, pouvoir vraiment prendre leur place. J'explique tout ça dans l'autre vidéo. Je vais stopper là-dessus, et je prends vos questions s'il y en a, sinon je continue. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, ça c'est l'explication de ce que je vais vous proposer. Vous allez apprendre à réaliser un arbre généalogique. Alors, je dis 5 générations, c'est ce que je vous propose, les bases de l'apprentissage. Vous ferez autant de générations que vous voulez. Moi, j'ai besoin de 5 avec le consultant complet, donc 4 au-dessus du consultant. On va rechercher les dates communes avec les ancêtres, sur plus ou moins 7 jours, rechercher les drames à type survie de l'espèce, tout ça, ça sera dans la formation niveau 2, qui est en place à Grenoble le 11 novembre, mercredi 11, c'est férié, j'en profite, je travaille, et qui sera disponible en ligne aussi, de la même façon, sous la forme de webinaire, je l'ai déjà fait X fois, qui sera disponible en ligne aussi à partir de... vous allez finir fin octobre. Je vais vous laisser un mois pour faire votre arbre à peu près, pour l'avancer un petit peu, et puis on se reverra, je pense, fin novembre. Aussi de cette façon-là, fin novembre. Ouais, autour du 20 novembre, je pense. Bref, je relancerai ça quand ce sera prêt. La formation TEFT, elle apprend à faire la constellation familiale réduite, que j'ai nommée maintenant réparation familiale, pour faire exprimer ce qu'il n'a pas été et faire reconnaître et accepter les blessures des uns par les autres dans ces familles dramatiques. L'objectif, c'est d'apaiser les tensions dans la famille pour que le consultant puisse obtenir auprès de ses ancêtres sa liberté sur le rôle qu'il a tenu jusque-là. Parce que il est dans cette loyauté et il faut qu'il fasse le travail qu'on lui a demandé de faire. Le travail d'Elsa, c'était d'honorer ses ancêtres morts, les morts de ses ancêtres, les enfants des frères et sœurs. Elle l'a fait, mais à sa façon à elle, à travers la thérapie transgénérationnelle, pour vraiment régler les problèmes entre le père et les enfants et tous les autres frères et sœurs, bien sûr. Mais pour ça, il faut un arbre. Et là se pose la question, ah ouais, mais comment je construis un arbre? Ben voilà, c'est là que tout ce que je vais vous apprendre dans les webinaires suivants vont rentrer en jeu. Je rappelle rapidement, parce qu'il y en a qui n'étaient peut-être pas là au début, ça va être où? Je l'ai perdu, donc je vais le prendre là. Je rappelle rapidement le programme. Hop, 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 hop. Voici. Il est là, je le remonte. Allez. Ça marche. C'est le livret de formation que vous aurez, avec lequel vous travaillerez dans la formation. En fait, on va le dérouler au fur et à mesure et on va développer tous les paragraphes. Sachez que ce livret de formation il est disponible à la vente tout seul, sans mon aide, sans rien du tout. Je vous le mets à disposition. C'est mon livre. Alors, c'est du A4, c'est écrit petit, etc. Si j'en fais un livre, il y en a 40 pages au lieu de 20. Mais c'est mon livre sur comment on fait les recherches généalogiques, qu'est-ce qu'on peut trouver, comment, etc. Tout est détaillé, expliqué pas à pas. Quand je fais la formation, bien sûr que je vais plus loin parce que je développe chaque phrase, chaque paragraphe avec un exemple concret. Tout ce qui va être sur Internet, on va aller sur chaque lien, on va vérifier, voir comment ça marche, on va utiliser vos propres histoires. On va faire ça très concrètement. Le travail en ligne a cet avantage-là, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans le détail avec tous vos détails à vous. Si vous achetez que le livret lui-même qui coûte que 15 €, soit, mais vous aurez que le livret avec les liens et comment on fait. Vous n'aurez pas le développé de comment on fait. Il y en a chez qui ça suffit, c'est pour ça que je l'ai mis en vente d'ailleurs, parce que ça suffit à certaines personnes d'avoir tous les liens, et d'autres qui ont besoin de voir en détail. Donc, je reprends la table des matières. Qu'est-ce que c'est faire cette généalogie? Stocker et présenter le résultat de vos recherches, donc avec tous les documents généalogiques que vous avez trouvés, numéroter vos ancêtres,
avec la numérotation que je vais vous proposer qui est plus complète que l'officiel. Vous apprendrez potentiellement quelques trucs super importants pour faire votre arbre sur papier, si vous voulez vraiment le faire sur papier. Je vous apprendrai la différence entre les différents logiciels de généalogie qu'on trouve, les sites web gratuits, les logiciels payants, la différence entre les uns et les autres, pour que vous puissiez faire votre choix en conscience de ce que vous voulez choisir. Le format GEDCOM, c'est une histoire généalogique informatique. Je vous apprendrai à imprimer votre arbre si vous avez choisi le logiciel que j'utilise moi, qui vous permet de voir l'arbre que vous aviez en exemple tout à l'heure. Mais surtout, vous apprendrez qu'est-ce qu'il faut chercher, comment il faut le chercher et où il faut le chercher. Parce que si vous avez à la fin de la formation le quoi, le où et le comment, vous n'avez plus besoin de moi pour fouiller et vous pouvez me ramener un arbre hyper complet dans lequel on va pouvoir vraiment trouver les liens avec vos ancêtres et vraiment vous libérer de ce que vous portez. C'est l'objectif principal pour moi. Je vais vous donner un petit exemple de ce que je vous donne. C'est dans les annexes. Un exemple important parce que, simplement pour vous expliquer que la généalogie, c'est simple. Une fois, quand on ne les a pas, on est largué. Ça, c'est les délais de communicabilité des documents d'archives officiels. D'accord? Je l'ai extrait, je l'ai modifié à partir d'un site qui l'a écrit, et c'est la synthèse faite par ce site-là, pardon, d'un article de loi du gouvernement. Donc, on prend que ce qui est officiel aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez en vert tous les documents qui sont disponibles sur le site web des archives départementales pour tous les actes qui sont numérisés et tout ce qui n'est pas numérisé. Donc, en Isère, parce que ça dépend des départements, tous les départements n'ont pas numérisé à la même hauteur les uns entre les autres, parce qu'ils ont des budgets alloués qui sont différents entre les départements. Et bref, en Isère, ils se sont arrêtés la numérisation aujourd'hui, en 2020, jusqu'en 1892. Et tout ce qui est entre 1892 et aujourd'hui, il faut aller le chercher dans les mairies, et c'est pas numérisé. Mais vous avez le droit de consulter toutes les tables décennales, quel que soit leur âge. Vous pouvez aller lire la table décennale de l'année dernière. Vous avez le droit. Une table décennale, c'est super important. Je vous expliquerai ce que c'est dans la formation, mais c'est avec ça qu'on trouve tous les frères et sœurs. Vous avez le droit de lire tous les registres de décès. Vous allez à la mairie demander le registre de décès, ils vous le donnent, parce que c'est une communication immédiate qui est possible selon cet article de loi. Vous avez le droit de lire toutes les listes nominatives de recensement de population. Ça aussi. La communication est autorisée, mais la réutilisation est interdite. Et puis après, il y a des restrictions, il y a des délais. Et cela, il faut les connaître, parce que si on ne les connaît pas, on va se planter. Dans la mairie, bien sûr, parce que tout ce qui est sur Internet, c'est a priori diffusable à tout le monde, mais quand je ne trouve pas un acte sur Internet, il faut que je comprenne pourquoi je ne le trouve pas. Est-ce qu'il est diffusable, communicable ou pas? Et pourquoi? Et ce tableau-là vous indique ça. Vous aurez ce tableau en fin de, dans la formation. Vous n'avez pas le droit de consulter un registre de naissance ou de mariage s'il a moins de 75 ans, c'est-à-dire 1945. Naissance, mariage, c'est interdit, sauf si l'intéressé ou les intéressés pour le mariage sont morts il y a plus de 25 ans. Vous avez cette subtilité-là, vous ne pouvez pas la savoir, vous ne pouvez pas la deviner quand vous débarquez à la mairie, et la mairie vous dit non, vous n'avez pas le droit. Or, il se trouve que vos deux grands-parents, ils sont morts il y a plus de 30 ans. Donc, vous avez parfaitement le droit de regarder leur acte de mariage et vous pouvez montrer l'acte de loi à l'officier de mairie, qui généralement n'est pas très au courant de ces différences-là, mais vous lui montrez tout ça et ben, il est bien obligé de vous le présenter. Le registre de naissance est autorisé, sauf si présence de mention marginale. Dans ce cas-là, c'est 50 ans après le décès de l'intéressé. Donc, vous pouvez remonter qu'à 1970 sur des actes de naissance, s'il y a des mentions marginales, ce qui est le cas dans tous les actes de naissance, sauf les enfants qui sont morts jeunes. Ceux-là, on n'en parle pas, il n'y a pas de mention marginale, donc
c'est 25 ans après la mort. Vous trouvez ça sur les sites web des grandes villes, parce que certaines mairies ont numérisé beaucoup, beaucoup plus loin que 1892. On est même globalement à une centaine d'années. On est en 2020, en 1920 par contre, ce qu'on trouve aujourd'hui. Et hop, les registres matricules. Ça, c'est nouveau. Ça a été fait pour la commémoration de la guerre de 14-18. Ou le site web grandmémorial.fr, c'est un site web officiel, a chargé, budgété dans les départements, la numérisation de tous les registres matricules. Les registres matricules, c'est l'histoire militaire de vos ancêtres qui ont fait leur classe. Attention, qui n'ont même pas potentiellement fait l'armée, mais qui ont fait leur classe. Globalement, tout le monde a fait ses classes, et c'est quand on fait les classes qu'on dit réformés, bon pour le service. Et s'ils ont fait la guerre, eh bien, vous avez tout accès par différents autres documents dont je vous parlerai bien sûr, à toute son histoire militaire, tout ce qu'il a vécu, à quel moment, quel jour il s'est fait bombarder, avec quoi. Enfin bref, c'est très 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 intéressant parce que on est aujourd'hui à 100 ans de cette guerre-là. On vient juste de passer le 2018. Et il y a énormément de drames que je vois qui sont liés à cette guerre 14-18 parce que tous les souvenirs de ces ancêtres-là, de ce qu'ils ont vécu dans la guerre, s'ils l'ont raconté dans leur famille, ce qui n'est même pas déjà le cas, c'est forcément oublié parce qu'il y a déjà 4, 5 générations que c'est passé. Et quand c'est oublié, rappelez-vous, avec Elsa, tout ce qui était inconscient, ce secret de famille, tout ce qui était inconscient, c'est devenu biologique. Elle a développé une solution biologique pour réparer son inconscient. Si elle avait été au courant, Elsa, et je l'ai vu plusieurs fois, que ses grands-oncles et grands-tantes sont morts à la pelle, elle n'aurait pas développé de symptômes biologiques. Ça, c'est l'expérience que j'ai qui me le dit. Elle aurait développé des symptômes comportementaux, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas eu envie d'avoir d'enfants, globalement. Et voilà, eux, ils en ont perdu 6 sur 10. Moi, j'en veux pas. Je ne veux pas d'enfants et j'ai des très bonnes raisons conscientes et très logiques de ne pas avoir d'enfants. Sauf que ce qui guide mes très bonnes raisons logiques, c'est que je porte les morts de tous les autres. Parce que ça va m'arriver, je vais perdre mes enfants. Et comme je porte l'histoire, rappelez-vous de Constance là-haut, je ne veux pas revivre ce drame-là. La meilleure façon de ne pas revivre le drame de perdre un enfant, ben, c'est de ne pas en avoir. Donc, non, être stérile, c'est déjà une raison biologique, mais je n'arrive pas à mettre en couple. Ben, évidemment, si je ne suis pas en couple, je ne peux pas faire d'enfant. C'est la première logique. Ou alors, j'arrive pas à rester dans mes couples, parce que quand ça devient sérieux, quand potentiellement je me pose la question d'avoir des enfants ou pas, ben, vient ressurgir cette mémoire qui me dit, faut pas avoir d'enfants, ils vont mourir. Donc, hop, je me fais en couple. Soit alors, j'ai pas envie d'enfants. Mais dans ce cas-là, les gens viennent pas consulter. Ou alors, encore une fois, ça peut arriver, je fais des fausses couches. Parce que mon inconscient, quand je suis enceinte, rencontre ce stress de la mère qui va potentiellement perdre ses enfants et il est moins grave émotionnellement de perdre un enfant d'une fausse couche qu'un enfant qui est déjà né. En rouge, c'est ceux auxquels vous n'avez pas le droit, c'est-à-dire les dossiers de pupille dont les parents ont demandé le secret sur les origines de l'enfant. Vous n'avez pas le droit, sauf si vous suivez les indications que je vous donnerai, parce que j'ai déjà connu beaucoup de gens qui ont eu accès à leur dossier quand même. Mais il y a des conditions. Il y a des délais de communicabilité sur la deuxième page de documents qui ne nous intéressent pas. Le secret médical, il faut demander ça à un médecin, à l'hôpital, machin. C'est pas intéressant pour ce qu'on a, pour ce dont on a besoin. Les archives notariales, c'est super intéressant pour la généalogie pure, mais pour nous, ça ne nous sert pas à grand-chose. Et puis tout le reste qui est noté là-dedans. Les dossiers de personnel, dossiers scolaires, médailles, etc., etc. Tout ça, c'est 50 ans. Parce que ça parle de vie privée. Voilà un petit détail, un petit avant-goût de l'exactitude des renseignements que vous allez trouver dans cette formation-là. Je suis parti, moi, de ma formation professionnelle de coordinateur de travaux. Donc, j'étais chef de projet en industrie, dans un bureau d'études carré.
Et la formation que j'ai montée, elle est très carrée parce que je veux que les gens comprennent et soient complètement autonomes après. S'ils n'arrivent pas à faire leurs arbres après ça, c'est que j'ai mal travaillé. Donc mon objectif, c'est qu'ils aient bien travaillé. Voilà. Je suis ouvert à vos questions éventuelles. Normalement, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai exprimé ça très bien. Vous n'êtes peut-être pas arrivé au début, vous n'avez peut-être pas tout eu, donc je vous écoute. Sinon, vous trouverez donc sur mon site web, je vous le remontre. Il est là, mon site web, normalement. Alors, il est caché là-dessous, mais il est là. Hop, hop, hop. Voilà, sur cette page en ligne, apprendre à trouver les ancêtres en 8 heures, 6 webinaires, qui est sur mon site web, christophe-rossa.fr, pardon. Dans l'onglet événements, vous avez la liste de tous les événements qui sont prévus ou en cours, parce qu'il y en a qui sont encore en cours ou déjà en cours. Tiens, mais j'en profite, je l'ouvre. Vous pouvez du 31 janvier au 31 décembre acquérir le livret de formation transgénérationnelle niveau 1. Ben tiens, c'est celui dont on vient de parler. C'est super. Vous cliquez là-dessus. Je vous montre. Vous cliquez là-dessus, vous ouvrez la page qui explique ce que ça comprend. Il coûte 15 euros. Vous me le payez comme vous voulez, par PayPal, en chèque, en RIB. Vous le réservez, vous mettez un petit message, réservez une place, madame, parce qu'il y a beaucoup de dames qui font la généalogie. En tout cas, qui s'intéressent à se développer, mais des hommes, j'en ai de plus en plus, et c'est super chouette. Bravo, messieurs. Bref, vous me laissez un petit message pour me dire j'achète le livret de formation. Moi, je vous l'envoie par mail. C'est un PDF que vous aurez par mail dans le jour suivant, ou les 2 jours au maximum. Ça, c'est possible de l'avoir. C'est exactement celui de la formation, hein. C'est celui que je fais évoluer sans arrêt, qui est à la révision 20. C'est la 20e fois que je le modifie. Donc, il bouge sans arrêt, vraiment au fil de l'eau, des connaissances qui évoluent, des possibilités qui évoluent. Vous avez qui a commencé hier soir les webinaires Se trouver soi-même et vivre des relations épanouies qui visent à vous libérer de cette loyauté familiale archaïque. Familiale, on ne travaille pas sur le transgénérationnel, on travaille sur les parents. Je vous invite à voir la vidéo qui est sur ma page Facebook d'hier. Elle est aussi sur ma chaîne YouTube depuis ce matin. Et là, c'est ce qui nous intéresse. En ligne, apprendre à trouver. Il y aura un stage thérapeutique. Ça, c'est encore de la thérapie familiale. On va en reparler dans les jours qui viennent, puisque ça commence quand même à la fin du mois et qu'il reste encore quelques places. Donc, il faut en profiter. Et comme je vous disais, le 11 novembre, je vous invite sur place à Saint-Martin-de-Vinou pour révéler, pour apprendre et pour révéler, parce que là, dans le 2e niveau, vous allez vous-même révéler les drames de vos ancêtres sur votre arbre à vous que vous aurez construit, ou vous aurez amené, peu importe. Je n'ai pas besoin qu'il soit très complet, votre arbre. En fait, je vous apprends la théorie de comment on révèle ça, même s'il y a des branches qui ne sont pas très fouillées, vous aurez le temps de les construire après et de faire la révélation vous-même. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre et de ressentir dans votre corps quel lien réel vous avez avec telle et telle histoire. Et je vous assure que c'est extrêmement libérateur. C'est là que vous allez lâcher les 20% de votre problématique. Le niveau 1, vous ferez votre arbre qui sera nécessaire pour faire le niveau 2 et lâcher 20% par vous-même. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, parfait. Moi, je vous le fais en 1 heure. Je vous apprends à le faire en 8 heures. C'est pour vous dire un peu l'échelle de temps. Je vous apprends à le faire en 8 heures dans un atelier qui dure 8 heures. Et moi, quand je vous reçois au cabinet avec votre arbre, je vais faire ça en 1 heure. Parce que j'ai l'habitude, parce que ça va très très vite pour moi. Comment je fais? Ça aussi, j'en parle pas souvent, mais sur ma chaîne YouTube, j'ai dans la playlist transgénérationnelle, il y a 2 grandes vidéos qui font 3h30, je crois, ou 4 heures. Prenez le temps de les voir, vraiment, parce que je prends un arbre au hasard de gens que je ne connais pas et je leur fais en direct, en vidéo, la démonstration avec l'explication de texte en même temps. C'est pour ça que ça prend autant d'heures, parce que j'explique tout ce que je fais, je réponds aux questions des gens, etc., etc. Et vous aurez la démonstration en direct de qu'est-ce que ça fait et de comment je peux raconter l'histoire émotionnelle et les problématiques que les gens qui viennent là, qui sont avec nous au téléphone en direct. C'est ça qui est génial aussi avec Didier Santiago. C'est qu'il met les gens en direct au téléphone et j'échange moi directement avec eux. Donc quand je leur dis,
Dans votre vie, vous n'avez pas tellement confiance et vous n'arrivez pas tellement à réaliser les projets que vous mettez en place. Elle me dit, ben oui, ok. Et puis, oula, votre couple, c'est compliqué, vous vous faites abandonner par votre mari, non? Ben oui, comment vous savez? Et tout ça, c'est pas écrit dans l'arbre. C'est écrit simplement au-dessus. C'est l'histoire que cette personne porte des ancêtres, c'est l'histoire de ce qui s'est passé. Et moi, comme elle est en lien de date avec ses ancêtres, je sais lui raconter son histoire émotionnelle qu'elle vit. Et ça, c'est absolument à faire dans ce sens-là incroyable, puisque quand vous venez au cabinet, vous n'avez qu'un problème et moi, je cherche la source dans l'arbre. Là, la démonstration, elle est inverse. Je prends un arbre, je regarde les sources et j'en déduis ce qui se passe dans la vie des gens. Et ça fonctionne. Donc, si ça vous intéresse, passez le temps parce qu'il y a plein de renseignements qui sont donnés dans ces deux vidéos qui sont assez longues, mais qui sont pour autant super intéressantes. C'est le niveau 2. Je reviens au niveau 1 pour vous inscrire. C'est à la fin de cette page-là. Je vous conseille de le faire sur un PC ou alors sur un téléphone avec un très grand écran parce que malheureusement, mon WebAssner n'a pas encore bossé correctement. Et cette page-là, ce petit cas de réservation qui est à droite, eh ben, il n'est pas lisible ou très peu lisible et vous arrivez à peine à cocher là pour commencer à écrire quelque chose. Donc, c'est dommage. N'hésitez pas, inscrivez-vous, ça va coûter 70 euros pour les 6 webinaires, 9 heures à 70 euros, j'ai compté tout à l'heure, ça fait 7 heures, 7,80 € de l'heure. Je suis moins cher qu'une nounou. Mais ça va beaucoup plus vous rapporter dans votre vie, parce qu'une fois que vous aurez ça, vous saurez exactement tout ce que je sais au niveau recherche généalogique, présentation généalogique, partage généalogique, etc., etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je coupe? Profitez-en, c'est maintenant. Après, je coupe la diffusion en direct. Il n'y a pas de message, pas là. Si, il y en a une de Lucie. Que veut dire mention marginale? C'est quelque chose que vous verrez, que vous apprendrez dans la formation. Les mentions marginales, ce sont les mentions qui sont écrites dans la marge du document. Voilà, c'est tout bête. C'est les mots. Il y a plein de mots très techniques. Il y a un lexique, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que vous ayez vraiment toutes vos informations et toutes les explications dans tous les détails. Vraiment, mon objectif, c'est que vous en sachiez autant que moi, hein, pour pas que vous me téléphoniez en disant, ben, Christophe, je trouve pas ça. On va travailler en fait aussi, parce que c'est important. Je vais utiliser ça. Alors, ceux qui pourront pas l'utiliser, tant pis, mais ceux qui pourront l'utiliser, tant mieux. J'ai créé un petit boost, un petit groupe Facebook fermé sur lequel vous pourrez vous poser vos questions entre vous sur les actes que vous trouvez. Et ces actes-là, ils seront accessibles à moi euh, pendant les webinaires, pendant la formation. Et je pourrai les pêcher dedans, les informations que vous aurez postées. On pourra utiliser vos actes directement sans qu'il y ait d'échange par mail ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous pourrez vous répondre les uns les autres à travers toutes ces questions-réponses. J'ai fait ça la dernière fois et ça a été assez riche pour ceux qui l'ont suivi. Donc, je vais réitérer cette nouveauté de la dernière fois. Si jamais, je l'ai expliqué une fois, je le réexplique deux fois parce qu'il vaut mieux deux fois qu'une. Le calendrier de ces formations-là, il est posé clairement sur l'inscription. Il y a toutes les dates, le 1er octobre à 21 h, après ça sera mardi 6 à 21 h, puis jeudi 8. J'en fais deux la même semaine. Parce que ces deux-là, je vais donner de la théorie pure. Vous n'avez pas besoin de réfléchir et de chercher des choses. Après, on va attendre 5 jours, le mardi 13, pour refaire un autre webinaire. Vous avez déjà commencé à chercher, vous aurez 5 jours pour trouver des choses. Et puis, on reportera à une semaine, le lundi 19, puis le lundi 26 octobre. Une semaine entre chaque pour vous laisser le temps de chercher, de trouver des difficultés que vous n'avez pas surmontées, parce que c'est en me basant sur vos difficultés que je vous ferai la démonstration de comment on trouve et comment on dépasse ces difficultés. Il n'y a que comme ça, pour moi, qu'on apprend, c'est en explorant par soi-même, en étant accompagné. Sophie demande sur Facebook si on n'a pas de symptômes physiologiques ou flagrants, mais juste de la curiosité, est-ce utile? Je connais déjà la réponse en fait, elle me dit en parenthèse. Moi aussi, je connais la réponse, mais c'est pas celle à laquelle vous pensez.
Si vous avez de la curiosité, c'est qu'il y a quelque chose que vous portez de votre arbre, que vous ne savez pas encore que vous le portez. Je m'explique. J'ai commencé, moi, par faire de la généalogie. Parce que un jour, j'ai capté une conversation entre mon grand-père et mon père, des papiers qui s'échangeaient. Mon grand-père avait fait la liste de tous les gens qu'il avait connus dans sa vie, de sa famille, et il voulait les représenter graphiquement, mais il s'en sortait pas, il n'y arrivait pas, c'était l'enfer, et du coup il a demandé à mon père, qui connaissait Excel, lui, pour l'aider informatiquement à le faire. Donc déjà, sous forme papier, c'était la galère pour lui. Mon père l'a fait, sous Excel, alors je vous garantis qu'il en a bavé un petit peu, parce que moi j'ai essayé aussi, et c'est l'enfer. Et moi j'ai réintercepté ça à la sortie, et moi j'ai commencé informatiquement, mais avec d'autres outils, à rentrer ça dans un arbre généalogique. Et j'ai commencé à chercher. Et en fait, j'ai cherché d'où venait mon nom de famille. Parce que je savais vaguement que les noms de famille avaient été donnés vers 1350, des brouettes. Parce que alors, comment il s'appelait? J'ai zappé. C'est écrit dans la formation, mais j'ai zappé son nom. Bref, quelqu'un de haut placé de l'État, le roi, pour pas dire autre chose, a décidé qu'il fallait qu'il connaisse sa population, donc il a commencé des recensements. Et pour recenser les gens, il fallait qu'ils aient un nom fixe. Ça pouvait plus être Jean qui habite au Moulin. Donc c'est devenu Jean du Moulin. C'est tout bête. Les noms de famille, ils ont été fixés comme ça au départ. Puis d'autres choses. Et puis d'autres mélanges mixtes. Bref, peu importe. Et moi, je voulais chercher d'où venait le nom de Rossa, parce que si vous êtes de la région, vous savez qu'entre Grenoble et Lyon, il y a un col, le col de la Rossatière. Ok, Rossa, Rossatière, c'est évident. Et moi, je voulais savoir si on venait de là-bas. Et quand je questionnais mon grand-père, il me disait, oula, mais moi, je sais juste que mon grand-père était garde-barrière au bord du lac, du Grand Lens, là où il habitait. C'est tout. Et donc, moi, piqué par la curiosité, j'ai dit, ok, je vais chercher. Donc, j'ai appris à faire de la généalogie pour chercher ça. J'ai remonté que mon nom au départ. Et je suis arrivé en 1650. C'est le plus ancien acte que j'ai trouvé et qui, enfin, ramenait la naissance d'un Rossa dans le hameau de la Rossatière. Enfin. Et là, j'avais la preuve que ce Rossa venait de la Rossatière. La Rossatière, c'est comme l'oursière, c'est le lieu où il y a les ours. Et ben, c'est le lieu où il y avait les Rossas. Et quand on regarde les archives de l'INSEE, parce que je vous apprendrai aussi à chercher là-dedans, les archives de l'INSEE nomment les noms de famille et font des cartes de France des noms de famille depuis que l'INSEE existe. Ça a commencé en 1800 des brouettes, je crois. Et en 1800 et des brouettes, il y a deux pôles de Rossa en France. Il y en a un en Savoie, Haute-Savoie peut-être, pardon, et un dans le Nord-Isère, à Chabon. C'est là, dans ces deux communes, qu'il y a des Rossas. Donc, les Rossas de la Rossatière sont probablement venus de Haute-Savoie, qui était italienne avant, bien sûr, parce que Rossas, quand on le transforme en italien, c'est Rossato, c'est roux, rouge. Donc ça, c'est complètement logique que ce nom de famille vienne de là. Ensuite, ils ont émigré en Nord-Isère, ils sont appelés Rossa et ils ont fait cette multiplication des Rossas à partir de hameaux de la Rossatière qui a pris le nom de cette famille qui s'était installée à cet endroit-là. Et mon nom est sur le col de l'autoroute. Donc quand je passe par là-bas, j'y pense. Mais dans ces recherches-là, j'ai aussi appris à mon grand-père que son grand-père, donc qu'il croyait avoir été juste gardien de passage à niveau au bord du lac où il habitait, a aussi été employé par son propre père dans une cordonnerie familiale qu'ils avaient dans le village où mon grand-père habitait. Et il se trouve que durant la majeure partie de la fin de sa vie, mon grand-père a été cordonnier. Donc lui apprendre qu'il avait été cordonnier comme son grand-père et son arrière-grand-père, ça a été un choc intéressant pour lui. On est allé voir l'endroit, parce que j'ai trouvé une carte postale, bien sûr, qui représentait la cordonnerie, sinon ce serait pas assez drôle. Et on voit très bien sur la carte postale ancienne, qui date de 1900, que sur le fronton du bâtiment, c'est écrit Cordonnerie professionnelle dauphinoise. C'est le nom de la boutique de l'arrière-grand-père. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en 2020, ça n'a toujours pas été repeint.
Et on arrive à deviner les traces de la peinture de l'époque où on devine cordonnerie professionnelle dauphinoise. Quand il a vu ça, ça a été très riche et très bien pour lui. Il m'a remercié beaucoup d'avoir tracé cet enfer-là. Et ça permet aussi ça, de faire des recherches. On peut trouver des informations affectives, familiales importantes, juste parce qu'il est né à tel endroit, son père fait tel métier et ils habitent là. Voilà, c'est tout. C'est ce qui est écrit dans les actes et on remonte l'histoire. Je voudrais terminer en disant que vous avez vu que dans l'arbre de Lisa, elle ne connaît pas son histoire. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que je ne travaille pas en psychogénéalogie. En psychogénéalogie, on a besoin de connaître l'histoire pour aller travailler potentiellement les impacts que ça a eu. Moi, je fais à l'inverse. Je pars dans l'arbre, je vais chercher quelles familles sont les plus dramatiques dans cet arbre-là. Je vais, parce que je sais ce qu'il faut faire dans chaque type de drame, aller aider le consultant à résoudre les drames dans cette famille-là pour le libérer du poids qu'il porte de cette famille, quel que soit le poids qui est porté. C'est ça qui est magique, c'est qu'on ne va pas travailler sur l'arrière-grand-mère qui a perdu sa petite sœur, parce qu'on connaît qu'elle a perdu sa petite sœur, et que potentiellement ça nous impacte plus si on connaît l'histoire. Alors après, si on a fait soi-même un arbre déjà, qu'on a déjà cherché, qu'on a déjà trouvé l'histoire de cette grand-mère qui a perdu sa petite sœur, moi je vais vous aider à valider dans le niveau 2 que vous portez bien l'histoire de la grand-mère qui a perdu sa petite sœur. Mais si vous ne la portez pas, on n'aura pas à travailler dessus et vous êtes déjà libre de ça, donc pas la peine de se casser plus la tête. Mais pour ça, il faut un arbre, et pour un arbre, ben, il faut savoir comment ça marche. Parce que tant qu'on ne sait pas comment ça marche, j'ai passé des années à apprendre tout ça. Vous allez l'apprendre en 8 heures, 9. Enfin, un peu moins maintenant, parce qu'on a déjà fait 1h30. Donc, voilà, 8 heures, 7h30. 7h30 pour apprendre tout ça? Non, c'est cadeau. Franchement, allez-y. S'il n'y a pas d'autres questions, il n'y en a pas sur Facebook, je reviens vers vous sur Zoom. Il n'y en a pas sur Zoom, c'est que j'ai été super clair. C'est un peu pénible d'être trop clair. Je pense que je vais faire des pièges pour vous poser des questions parce que je m'ennuie à parler tout seul. Mais tant mieux si je suis clair au moins, si vous allez vous coucher avec plus d'informations. Et on se retrouvera mardi prochain. Uniquement pour ceux qui se seront inscrits, parce que les autres, je ne sais absolument pas qui seront intéressés. Vous réservez votre place sur la page web que j'ai donnée tout à l'heure. Vous faites votre paiement. Quand votre paiement arrive, vous aurez un deuxième mail de confirmation de votre inscription et vous recevrez le lien de connexion vers le webinaire de mardi prochain. Bonne soirée. Merci de votre présence à tous, à tous. Diffusez cette vidéo qui reste en place sur Facebook, qui sera aussi propulsée sur YouTube dans la nuit. Et ben, bonne chance pour faire vos recherches si vous les faites tout seul. Et bienvenue si vous voulez profiter de mes connaissances que je partage avec plaisir, parce que vous avez vu que ça me passionne de chercher ses ancêtres, parce que je sais ce qu'on peut en faire derrière. Bonne soirée à vous. Au revoir et à bientôt, j'espère.